Bonsoir, jeudi 15 octobre, bienvenue dans cette édition spéciale proposée par la rédaction de TV78, une émission largement consacrée à la mise en œuvre du couvre-feu dans les Yvelines. À partir de samedi 17 octobre et pour 4 semaines minimum, le couvre-feu est donc décrété dans les Yvelines et le reste de l'Île-de-France, tout comme pour 8 métropoles françaises, annonce hier d'Emmanuel Macron pour endiguer la deuxième vague de Covid-19. Un couvre-feu qui sera effectif de 21h à 6h du matin. Explications à suivre et les réactions également des habitants, élus et professionnels yvelinois du monde de la restauration et de la culture. La députée Marie Lebec sera aussi avec nous. Enfin, quel impact pour le sport amateur? C'est au menu de cette édition spéciale. Et puis en fin d'édition, nous parlerons également d'un autre sujet non moins important, celui du don du sang avec des réserves qui sont au plus bas depuis 10 ans. Nous recevons le docteur Ahmed Slimani de l'établissement français d'Île-de-France. Cet objectif, de manière très concrète, c'est freiner le virus, c'est faire que ces 20 000 nouveaux cas par jour, on va devoir les ramener à 3 à 5 000 cas par jour, parce que là, on peut maîtriser. C'est que ces 200 entrées en réanimation, on doit aussi fortement les réduire pour au fond revenir à un niveau de nombre de cas Covid en réanimation qui est de l'ordre de 10 à 15% d'honoraires au maximum. Et donc la décision que nous avons prise, c'est en effet un couvre-feu. Un couvre-feu qui va s'appliquer à la région Île-de-France, où le virus circule très activement. Il débutera donc ce samedi 17 octobre à minuit, dans la nuit de vendredi à samedi. Donc le couvre-feu sera effectif dans toute l'Île-de-France et donc dans les Yvelines pour une durée de 4 semaines qui peut être allongée à 6 semaines. Un couvre-feu de 21h à 6h du matin. Qu'en pensent les Yvelinois? Regardez ces propos recueillis par Éléonore Sinoquet et Mélanie Poquet. Je trouve ça inutile, idiot, enfin, comment dirais-je, de toute façon ça sert à rien. Je trouve que de toute façon les gens se réuniront quand même chez eux, et la fête se fera ailleurs. Ça ne me pose aucun problème. D'abord parce que je ne sors pas, donc ça c'est une première raison, et ensuite il faut bien lutter contre le virus, donc ça me paraît tout à fait raisonnable. Franchement, je trouve ça un petit peu ridicule, parce que pour moi, il aurait fallu s'y prendre largement avant, clairement, donc bon... Après, on n'a pas trop le choix. Ça me fait rentrer plus tôt, mais au niveau clientèle et niveau commercial, c'est pas une bonne idée. Je suis pour la vie de famille. Je suis contre parce que d'un point de vue professionnel, c'est handicapant. Nous, nous, on a moins de contamination que d'autres départements d'Île-de-France. Et du coup, on aurait pu, nous, être un peu, plus léger sur la... Moi, j'appelle ça une sanction. Voilà pour ces réactions parmi la population. Restez avec nous dans un instant, on vous explique tout en compagnie de la rédaction de TV78 présente sur ce plateau. Une réaction d'abord politique à vous proposer, celle de Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, qui était l'invitée ce matin de nos confrères d'RTL. Le couvre-feu était le seul choix possible selon elle pour endiguer l'épidémie. Écoutez. La situation des hôpitaux dans les grandes métropoles et en Île-de-France est très alarmante. Et face à cette situation, nous n'avons pas d'autre choix que de nous résoudre au couvre-feu. Nous n'avons pas d'autre choix, ça va être une épreuve qu'on va devoir traverser ensemble, mais nous devons nous retrousser les manches parce qu'il faut sauver des vies et sauver l'activité économique. Le couvre-feu est aujourd'hui la seule réponse crédible à cette situation qui est une situation assez dramatique. Et dans un instant, Marie Lebec, également députée des Yvelines, sera avec nous en plateau. Mais d'abord, j'accueille tout de suite sur ce plateau Patrice Carmoz, bonsoir. Bonsoir. Directeur de l'information de TV78 et Mélanie Poquet, bonsoir. Bonsoir. De la rédaction TV78. Je me tourne d'ailleurs vers vous pour commencer. À partir de minuit samedi, les habitants de la région Île-de-France vont devoir respecter un couvre-feu. Et oui, vous l'avez dit, Grégory, pour 4 semaines maximum. Il devra être respecté de 21h à 6h. 21h, attention, c'est l'heure où il faudra être chez soi. En cas de non-respect, vous risquez une amende de 135 €. Le président souhaite que le couvre-feu dure jusqu'à 6 semaines, mais pour qu'il soit prolongé, il lui faudra un accord du Parlement. Il y aura cependant des exceptions pour se rendre ou rentrer du travail et aussi en cas d'urgence. Et oui, des dérogations sont possibles pour des raisons de santé, comme l'achat de médicaments dans une pharmacie de garde ou pour aller à l'hôpital, pour des raisons professionnelles. Si vos horaires vous empêchent d'être chez vous à 21h, pour un voyage en train ou en avion avec billet à l'appui,
pour vous rendre auprès d'un proche dépendant ou pour sortir votre animal de compagnie. Il y aura une attestation à remplir comme lors du confinement, une attestation qui se trouvera sur les sites du gouvernement et du ministère de l'Intérieur. Elle sera effective pendant 1 heure hors déplacement professionnel et pourra être manuscrite. Voilà pour ce couvre-feu, mais ce n'étaient pas les seules annonces hier du président de la République. Alors s'il n'y a pas de cadre vraiment légal, le président a fait appel au civisme et à la responsabilité de tous avec la règle des 6 à respecter, même dans le cadre privé, lors d'un dîner entre amis, d'un anniversaire ou au restaurant. Il ne faudra pas être plus de 6. Pour ce qui est des fêtes, les mariages ou les anniversaires qui devaient se faire dans des lieux publics type salle des fêtes, ces rassemblements sont interdits. Le port du masque est aussi recommandé partout, là aussi dans la sphère privée. Le télétravail est recommandé autant que possible. Et ce sont des mesures qui vont aussi avoir un impact économique et social. Tout à l'heure, le gouvernement a annoncé d'ailleurs qu'il allait continuer à soutenir les secteurs les plus impactés et aussi les personnes les plus fragiles. Et oui, le fonds de solidarité est élargi. Il sera ouvert aux entreprises de tous les secteurs dans les zones de couvre-feu. Toutes les entreprises de moins de 50 salariés en zone de couvre-feu qui ont perdu 50% de leur chiffre d'affaires par rapport à 2019 pourront bénéficier d'une aide allant jusqu'à 1 500 € pendant toute la durée du couvre-feu. Toujours les entreprises de moins de 50 salariés, mais du monde de l'hôtellerie, de la restauration, de la culture ou encore du sport. En cas de baisse de 50% du chiffre d'affaires, une aide pourra aller jusqu'à 10 000 € par mois. En ce qui concerne les prêts garantis par l'État, une demande de report d'1 an supplémentaire auprès de la Fédération bancaire française a été faite par le ministre de l'économie. Ils seront ainsi accessibles jusqu'au 30 juin 2021. Et une aide exceptionnelle sera versée aux bénéficiaires du RSA et des APL. Cela représente 150 € minimum par bénéficiaire et 100 € par enfant. Toutes les mesures annoncées par le président et par le gouvernement seront adaptées et précisées d'ici samedi après différentes concertations. Merci Mélanie pour toutes ces précisions. Patrice Carmouze, hier, le président de la République a donc annoncé ce couvre-feu. Le terme de couvre-feu est lui-même intéressant. Oui, c'est un terme du vocabulaire guerrier. Alors, c'est pas très étonnant, hein, que vous vous souvenez, quand il avait annoncé le confinement, il avait dit « nous sommes en guerre, nous sommes en guerre ». Donc, on continue dans ce registre-là. Alors, historiquement, on peut rappeler, parce que c'est amusant, c'est un mot qui vient de Guillaume le Conquérant. On était en 1060, alors il y avait des incendies qui se propageaient un peu partout, et donc les habitants devaient couvrir le feu. Ça vient de là. Et puis après, c'est devenu guerrier. Vous savez, pendant l'occupation, par exemple, il était interdit de sortir, pendant l'occupation allemande, interdit de sortir le soir, c'était le couvre-feu. Alors, vocabulaire guerrier, mais au fond, pourquoi ? Valérie Pécresse le disait, parce que c'est une course-poursuite avec le virus, et l'idée, c'est d'aller plus vite que le virus, c'est-à-dire de faire en sorte que les hôpitaux ne soient pas surchargés. C'est ça la grande crainte. Au fond, c'est Michel Onfray, il avait une phrase qui résume assez bien, mais c'est un peu simpliste, il dit « Comme l'hôpital est incapable de fonctionner, on nous dit de rester chez nous ». C'est un peu ça, quand même. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les Français vont respecter ce couvre-feu ? Alors, c'est la vraie mesure, parce que ça concerne quand même 20 millions de personnes dans la France entière. Et puis avec des territoires assez dissemblables. Regardez, dans les Yvelines, est-ce que ça va être respecté de la même façon à Versailles, à Trappes, on ne sait pas. Et puis, pendant le confinement, les gens étaient assez obéissants, ça s'est plutôt bien passé. Là, on commence à entendre des gens, des restaurateurs qui disent « mais moi, je m'en fous, je vais continuer à ouvrir mon restaurant, tant pis s'il y a des sanctions ». Donc, on va voir, ça va être obéissance civile, désobéissance civile, ça va être le vrai problème. Et la deuxième question, comment le faire respecter ? Alors ça, les maires commencent à dire bon, c'est très bien, c'est à nous de faire respecter le couvre-feu, seulement on n'a pas forcément les forces de police pour le faire. Alors si les gens s'aperçoivent qu'après tout ils peuvent sortir à 21h, qu'il n'y a pas de sanction, ça va aussi, ça poser un problème. Une dernière question, est-ce qu'à votre avis, Emmanuel Macron prend de gros risques avec cette nouvelle mesure, le couvre-feu ? Une fois de plus, il est seul, quoi. Il est seul et il est en première ligne. Il a été seul dans l'affaire des Gilets jaunes, il a été seul dans le confinement, assez seul dans le confinement, obligé de prendre lui-même les décisions. Mais après tout, je crois qu'il a intégré l'idée que s'il ne prend pas de risque, il ne sera pas réélu. Pour être réélu une deuxième fois, il faut vraiment prendre des risques. Merci Patrice pour cet éclairage. Dans un instant, les réactions politiques. Restez avec nous, je vous le disais tout à l'heure. Marie Lebec, députée des Yvelines, sera avec nous. Mais d'abord, ce reportage, ils avaient échappé aux mesures prises au mois de septembre. Les restaurateurs yvelinois vont cette fois-ci être largement touchés par cette mesure du couvre-feu. L'inquiétude est de mise. Regardez ce sujet d'Astrid Bergère et de Patrick Jacques de Dixmude. Coup dur pour les restaurateurs qui étaient déjà en difficulté. Il sera interdit de circuler après 21h dans les Yvelines à partir de samedi. Au lendemain des annonces, de nombreuses interrogations occupent les esprits.
Ça va être compliqué, ça on verra qu'à partir de la semaine prochaine comment ça on va le gérer, comment seront les gens, s'ils seront toujours présents déjà d'une part, et comment ils partiront. Une fermeture à 21h qui aura des conséquences sur la gestion du personnel. Puisqu'on va perdre 4 heures le soir, donc évidemment il y aura des gens en chômage partiel. À Jusier, dans ce restaurant, les clients viennent d'habitude vers 20h30. Cette fois, pas le choix, il faudra adapter le service du soir. On va commencer à partir de 18h. Alors, est-ce qu'il va y avoir du monde ou pas? Je suis pas convaincu. Mais voilà, de 18h jusqu'à 20h, on va dire, jusqu'à 20h, pouvoir prendre des tables. Dernière table à 20h, le temps que les gens puissent manger et tout. Et qu'en gros, à 20h45, 20h50, que le service soit terminé, quoi. Les propriétaires de l'atelier de Gaëtan ont perdu presque 100 000 € de chiffre d'affaires cette année, une perte considérable pour une petite structure comme celle-ci. Ce qui correspond à nos 3 mois de fermeture, plus une grosse partie traiteur que nous avons aussi en moins, parce que sur l'événementiel, en ce moment, nous n'avons quasiment plus rien, quoi. Les restaurants qui comptent moins de 50 salariés pourront compter sur le fonds de solidarité à partir de 50% de perte de chiffre d'affaires. L'aide pourra aller jusqu'à 10 000 €. Et pour continuer à parler de ce couvre-feu, nous sommes avec Marie Lebec. Bonsoir. Bonsoir. Députée de la 4e circonscription des Yvelines, vous êtes également la première vice-présidente du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Merci d'être avec nous en visio. 20 000 cas par jour que le président de la République a dit vouloir réduire à 3 voire 4 000 cas. Dans les hôpitaux franciliens, on précise aussi que le taux d'occupation des lits de réanimation est d'environ 45%. Mettre l'Île-de-France et 8 métropoles de France en couvre-feu, est-ce que c'était la bonne décision à prendre ? C'est une décision déjà qu'on a pu constater qui est soutenue par les Français. Effectivement, ce que l'on cherche à faire depuis plusieurs semaines, c'est à tout prix éviter un reconfinement général de tout le pays, qui est à la fois très coûteux pour les gens, pour les entreprises. Et donc, effectivement, le confinement permet de limiter la propagation du virus dans les lieux où on est le plus à même d'avoir une certaine forme de relâchement. Et donc, effectivement, il fallait cette mesure pour endiguer l'épidémie et effectivement passer de 20 000 à 3 000 à 5 000 cas de contamination et de personnes en réanimation. Alors, ce sont notamment les rassemblements privés familiaux que le président a dans le viseur. On a entendu dire dans l'opposition, mais aussi parmi certains médecins de la communauté scientifique, que les principaux foyers de contamination étaient plutôt à l'école, à l'université, en entreprise. Est-ce que finalement Emmanuel Macron ne s'attaque pas qu'à une toute petite partie du problème ? Je crois que le temps n'est pas tellement à la polémique ou à savoir si le curseur est au bon endroit. Ce qui est évident, c'est qu'il y a des moments où on relâche son attention, on est moins attentif peut-être aux gestes barrières. Et donc, c'est dans ces moments-là qu'il faut être en capacité d'agir. Au demeurant, il faut reconnaître que les universités ont aussi pris un certain nombre de dispositions pour avoir des jauges moins importantes, des demi-jauges notamment dans certaines universités, et que dans les écoles, et moi je suis notamment la situation dans les Yvelines, il y a eu peu de fermetures de classes. Il y en a eu un peu au début parce qu'il a fallu adapter un peu la méthode, mais aujourd'hui on est en capacité aussi de prendre en charge une classe qui verrait des cas de contamination. On sait comment s'adapter, donc je crois effectivement qu'il fallait peut-être des mesures qui permettaient de répondre plus spécifiquement à ces moments de détente familiale ou entre amis. Alors, Emmanuel Macron a parlé aussi d'autres sujets, la règle des 6, notamment ne pas être à table et ne pas se retrouver à plus de 6. Ça veut dire que ce couvre-feu aussi ne sera efficace qu'avec d'autres mesures. La règle des 6, le président en a parlé. Il y a aussi peut-être la politique des tests qu'il faut davantage renforcer. On a parlé de tests antigéniques notamment qui pourraient être renforcés, des autotests. Alors tout à fait, c'est comme depuis le début de cette épidémie, c'est l'ensemble des mesures collectivement qui fonctionnent. C'est effectivement le respect du port du masque, le respect des gestes barrières. On sait c'est très difficile d'interdire totalement d'avoir une vie sociale, d'où cette règle des 6 qui permet de limiter en fait son cercle social tout en conservant des liens amicaux ou familiaux. Et puis, effectivement, après, je crois qu'il faut saluer le fait qu'on ait réussi à monter très largement
en capacité de test. On teste à peu près 1,3 million de personnes par semaine, mais ça met aussi une très forte pression sur les laboratoires d'analyse et donc on cherche à développer des alternatives, des lieux alternatifs pour se faire tester et des méthodes qui permettent encore d'avoir un test plus rapide. Aujourd'hui, vous êtes cas contact, il faut que vous puissiez tout de suite savoir si oui ou non vous êtes positif pour pouvoir le plus rapidement possible reprendre une vie normale. Alors davantage de mesures sur l'économie aussi, on a entendu dans le sujet précédemment l'inquiétude des restaurateurs. Le gouvernement s'est d'ailleurs exprimé à ce sujet en détaillant aussi notamment plusieurs politiques en matière d'économie. Est-ce que c'est pas finalement aussi le condamner à nouveau, ce secteur de l'économie qui avait à nouveau un petit peu d'embellie depuis quelques semaines ? On a, depuis le début de la crise, cherché à travailler main dans la main avec les restaurateurs, avec les bars, avec le secteur de l'hôtellerie, de l'événementiel. Effectivement, c'est eux peut-être qui traversent de la manière la plus brutale cette crise parce qu'ils ont un peu ce qu'on pourrait appeler des stop and go, ils ont des fermetures et des réouvertures et on comprend la pression qui est mise sur ce secteur d'activité. Mais vraiment, on l'a dit, on ne les lâchera pas, on ne les laissera pas tomber. On a encore une fois renforcé les prêts de garantie de l'État, le fonds de solidarité. On fait des mesures aussi qui concernent le paiement des charges, des mesures qui sont en cours de réflexion sur les loyers aussi. Le président l'a rappelé hier à l'occasion de son intervention. Et donc, vraiment, on est là pour répondre. Et puis, par ailleurs, on voit, c'est la partie un peu immergée de l'iceberg, mais on n'oublie pas non plus les sous-traitants de ces professions. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on a ouvert le fonds de solidarité à l'amont, on va dire, de cette filière pour qu'il rentre aussi dans les critères. Une dernière chose, Marie Lebec, le couvre-feu, on le sait, sera effectif à partir du 17 octobre, minuit à 0 heure, comme l'a dit le président, une durée de 4 semaines minimum qu'il souhaite allonger à 6 semaines jusqu'au 1er décembre. Il va, pour ce faire, demander l'accord au Parlement, des députés et des sénateurs. Comment ça va se dérouler concrètement ? Eh bien, c'est comme les différents textes de mesures d'urgence sanitaire que nous prenons depuis le début. Il y a la capacité pour le président, effectivement, d'agir pendant 4 semaines et puis ensuite, il viendra devant le Parlement pour présenter les mesures et leur donner une transcription législative. Donc, c'est vraiment le processus très classique de la loi. Ce sera débattu entre l'Assemblée et le Sénat. On espère dans un processus accéléré, comme nous le faisons depuis le début de la crise. Mais ce qu'on remarque, c'est que la majorité, comme les oppositions, sont quand même en soutien de ce plan, ce qui permet au gouvernement d'agir rapidement et surtout d'endiguer l'épidémie. Il ne faut pas oublier qu'au-delà, bien sûr, des personnes qui sont malades, c'est aussi la pression sur notre système de santé et nos soignants. Et c'est ça aussi qu'on veut alléger par ces mesures. Merci Marie Lebec d'avoir réagi à ces annonces présidentielles. Députée de la 4e circonscription des Yvelines. Et vous l'entendez, il y a un instant, Emmanuel Macron va donc devoir demander un vote aux parlementaires pour allonger la durée de ce couvre-feu de 4 à 6 semaines. Un débat aura bien lieu prochainement, nous confirme la sénatrice des Yvelines Marta de Cidrac, même si elle ignore pour l'heure quand la mesure sera à l'ordre du jour. Au moment où je vous parle, je ne sais pas. Je sais que nous allons en débattre, ça c'est certain, puisque vous savez que depuis le début de la crise, le Sénat est totalement impliqué dans les décisions qui sont prises et délibère souvent. Et d'ailleurs, sur le volet du couvre-feu, c'est quand même une décision qui est grave, qui n'est pas neutre. Le Parlement doit pouvoir se prononcer. Donc, il faudra me reposer la question quand nous aurons l'occasion d'en débattre entre nous. Passer de 4 semaines à 6 semaines, c'est quelque chose qui, hélas, est sans doute quelque chose de très prévisible. Oui, bien sûr. Enfin, de tout à fait possible. Les réactions à cette annonce parmi les maires à présent. Sur Twitter, le maire d'hiver droite de Saint-Germain-en-Laye, Arnaud Péricard, déplore le manque de concertation avec les édiles pour ces mesures qui impactent directement les restaurateurs et les cafetiers. L'élu va militer, il l'affirme, pour porter le début du couvre-feu de 21h à 22h. Même constat du côté du maire de Versailles, François de Mazières, la ville qui compte 250 restaurateurs. Écoutez-le, interrogé par Mickaël Elmidoro. On comprend la nécessité de prendre des mesures parce qu'effectivement la situation se tend, le plan sanitaire c'est la priorité, mais par contre 21 heures dans des villes comme les nôtres qui sont des grandes villes, les gens rentrent relativement tard de leur travail et si on veut maintenir un service pour les restaurateurs, si on veut maintenir un minimum d'activité culturelle,
c'est vrai que 22 heures était plus approprié que 21 heures. 21 heures, c'est vraiment le coup près. Et là, il est impossible de ne rien faire, que ce soit sur le plan culturel ou que ce soit pour les restaurateurs. Le couvre-feu fixé à 21h que l'on déplore également du côté des petites communes, notamment à Magny-les-Hameaux. Le maire Génération Bertrand Houillon fait part de son incompréhension sur Twitter de cette démarche, je cite, imposée brutalement. Une question aussi trouve un écho particulier depuis quelques jours face à la recrudescence de la crise sanitaire et après les dernières annonces d'Emmanuel Macron. Quid des élections départementales et régionales qui doivent se tenir en mars prochain? Vont-elles pouvoir se tenir? Le maire d'hiver droite de Poissy et vice-président du conseil départemental des Yvelines, Carl Olive, s'interroge ironiquement d'un potentiel maintien du scrutin alors que le salon de l'agriculture est lui annulé fin février. Pour le maire de La Verrière, Nicolas Dainville, qui est également conseiller départemental du canton de Trappes, c'est une réflexion qui doit se faire au jour le jour. Concernant le couvre-feu, l'élu estime malgré tout que c'était une mesure à prendre. Écoutez. Je pense que c'est des mesures de bon sens. C'est vrai qu'on a une épidémie qui se propage, qui continue de faire beaucoup de victimes, notamment les personnes les plus vulnérables. Donc, je pense que c'est des mesures qui vont dans la bonne direction pour essayer de freiner la propagation du virus. C'est vrai que la phrase qui revient souvent, c'est « ce que je sais, c'est que je ne sais pas ». C'est qu'on ne sait pas du tout comment les choses vont évoluer. La campagne est prévue pour le mois de mars. Là, le couvre-feu court dans les prochains mois jusqu'au mois de décembre. Voilà, je peux vraiment rien vous dire sur la suite. Il faut s'adapter au jour le jour. On est en attente. Il faut se laisser la liberté de choisir la meilleure décision au meilleur moment. Mais en tout cas, prévoir tous les cas de figure. Ça me semble important de n'écarter aucune hypothèse. Voilà pour ces réactions politiques. Avec l'annonce du couvre-feu, c'est le monde de la culture qui est aussi touché. Un nouveau coup dur pour les salles de spectacle et les cinémas qui vont devoir fermer leurs portes à 21h. Les acteurs culturels locaux vont tenter de s'adapter. Justine Brasier et Patrick Jacques de Dixmude. Salles de spectacle et cinémas vont-ils fermer ou bien s'adapter? Les mesures gouvernementales annoncées mercredi 14 octobre vont une nouvelle fois impacter le monde culturel qui commençait tout juste à reprendre. Il entend se mobiliser pour maintenir une offre et rester ouvert tout en respectant le couvre-feu. Évidemment, il y a des spectacles qu'on ne va pas pouvoir présenter, mais on va maintenir le théâtre ouvert et présenter le maximum de spectacles dans les contraintes qui nous sont imposées aujourd'hui. Faire moins de séances, adapter les horaires des spectacles pour respecter le couvre-feu de 21h. Les salles auront 48 heures pour réagir. On est un peu pris de court, voilà, notamment par exemple pour un concert qui a lieu samedi. C'est vrai qu'en termes de communication, on va être un peu court pour dire aux gens, c'est pas à 20h30, c'est à 18h. On risque de perdre beaucoup de monde en route. Je pense qu'on va décaler les séances effectivement plus tôt, c'est-à-dire on va peut-être organiser les dernières séances vers 18h30, 19h, de façon à ce qu'à 21h, les cinémas soient fermés. Une discussion devrait avoir lieu demain avec la ministre de la Culture Roselyne Bachelot. Une dérogation pourrait être envisagée. Il est possible, je ne dirais pas probable, que d'ici la fin de la journée, les théâtres puissent avoir une dérogation pour terminer à 21h. C'est-à-dire, l'idée, c'est que les publics puissent justifier avec leur billet de leur sortie du théâtre pour rentrer chez eux un peu plus tard. En juillet, le ministère de la Culture a annoncé une baisse moyenne du chiffre d'affaires de 25% en 2020 par rapport à 2019, soit un déficit de près de 22 milliards d'euros. Des conséquences aussi, on en terminera par là sur le monde du sport local. Les clubs yvelinois vont devoir se réorganiser pour les entraînements et aussi les matchs qui se jouent le soir. Les détails et réactions avec ce sujet de Mickaël Elmidoro. Le monde du sport yvelinois est bousculé par le couvre-feu annoncé ce mercredi soir par Emmanuel Macron. Certains matchs de basketball ou de handball programmés en soirée sont d'ores et déjà annulés dans le département. Au club de football de Poissy, il ne devrait pas y avoir de conséquences sur les matchs à domicile de l'équipe senior. Les rencontres de National 2 sont programmées généralement en fin de journée, mais ce sont les rencontres à l'extérieur en Bretagne qui interrogent les dirigeants. Le match se déroule à 18h. Donc à 20h45, puisqu'il faut une heure de battement, nous partons avec nos équipes. Devrons-nous rester effectivement sur la Bretagne et les frais nécessaires et supplémentaires
dont ça sera difficile à supporter compte tenu de notre budget. Rester sur place 20 personnes sur un hôtel, effectivement, c'est pas envisageable pour nous. Néanmoins, si nous rentrons, j'espère vraiment que nous aurons des dérogations. Au-delà des matchs, ce couvre-feu va entraîner une réorganisation des horaires d'entraînement le soir pour l'ensemble des clubs yvelinois. C'est le cas au Rugby Club de Versailles. Les conséquences sont surtout organisationnelles avec l'avancée de toutes les horaires d'entraînement, notamment pour les seniors et les juniors, qui s'entraînaient jusqu'à 21h30 ou 20h30. Évidemment, avancer désormais à 19h pour terminer à 20h15, 20h30 grand maximum et pour que tout le monde soit rentré chez soi à 21h. La vie autour des rencontres va également être perturbée. Les après-matchs si renommés dans le monde du rugby vont être impactés par les nouvelles mesures annoncées. Les troisièmes mi-temps sont remplacés par des distributions sans rassemblement, de manière à éviter que le virus ne se propage après les matchs et dans des conditions festives qui sont du coup à revoir. Mais encore une fois, tant qu'on peut jouer au rugby, on fait avec. Il faudra faire avec pendant au minimum 4 semaines pour le sport yvelinois. Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur cette actualité. Je vous le rappelle, mise en place du couvre-feu en Ile-de-France et dans les Yvelines à partir de samedi minuit. Un couvre-feu effectif de 21h à 6h du matin et pour une durée minimum de 4 semaines. D'ailleurs, le 7-8, l'hebdo de demain vendredi, sera aussi grandement consacré à cette actualité. Et nous souhaitions clôturer cette édition avec une autre actualité. L'établissement français du sang fait face à de grandes difficultés. Les réserves sont très faibles. C'est pourquoi l'EFS lance un cri d'alarme et on en parle avec le docteur Ahmed Slimani. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le responsable des prélèvements pour l'EFS Île-de-France, l'EFS, l'établissement français du sang. Je vous propose déjà de regarder ce sujet tourné par Astrid Bergère à Vélizy-Villacoublay. Crise sanitaire, canicule et départ en vacances, les causes sont multiples, mais le constat est bien là. Les réserves de sang n'ont pas été aussi faibles depuis 10 ans. L'établissement français du sang se mobilise et appelle à donner immédiatement. Une collecte était organisée à l'hôtel de ville de Vélizy, mercredi 14 octobre, et les donneurs ont répondu présents. J'ai quelqu'un dans ma famille, ma maman, qui est infirmière, donc j'ai eu rapidement les échos des besoins de sang ou quoi, et je sais qu'en ce moment en particulier, ils en ont pas mal besoin. C'est par un SMS de l'EFS que les donneurs réguliers ont été prévenus de l'urgence. La proximité du lieu de collecte encourage les donneurs à venir. Je viens ici parce que j'habite à côté, c'est pratique. C'est vrai que quand il faut se déplacer, c'est contraignant. Donc là, quand il n'y a pas besoin de se déplacer trop loin, c'est pas trop contraignant, donc on n'a pas d'excuses. Il y a eu beaucoup de demandes et voilà, c'est un geste qui est anodin. En plus, je travaille pour la mairie, donc je suis à côté. Donc c'est pratique pour moi. Les collectes continuent dans les maisons du don de l'EFS et dans les collectes mobiles organisées. On l'entendait, Ahmed Slimani, un geste qui est anodin. Pourtant, la situation aujourd'hui est alarmante. Traditionnellement, les mois d'été sont difficiles, plus cette année avec les histoires de la crise sanitaire qui ont fait qu'à la rentrée, nous n'avons pas pu avoir tous les donneurs attendus. Ça se rajoute aussi sur le fait que les entreprises qui ont collecté auparavant n'ont pas pu nous accueillir pour des raisons que vous connaissez, télétravail. Les établissements scolaires, les universités, pareil, n'ont pas pu nous accueillir du fait des vidéoconférences. Donc il nous restait uniquement le grand public, les communes, comme le reportage qu'on vient de voir. Et malheureusement, cela n'a pas suffi à remonter les réserves qui ont été très très basses au mois de septembre. Et on n'avait pas connu cette crise depuis 10 ans. Donc on en est où aujourd'hui concrètement? Au mois de septembre, des réserves très basses, jamais vues depuis 10 ans. Est-ce que ça remonte légèrement? Est-ce qu'on est toujours dans une situation très alarmante? Alors les réserves commencent à remonter normalement. Je parle dans toute la France et plus particulièrement la région Île-de-France qui n'est pas autosuffisante. Nous ne prélevons que 60% de nos besoins. Malheureusement, cette situation, même si elle se stabilise, reste fragile. Donc c'est pour ça qu'on reste très vigilant sur cette période avec tout ce qu'on va avoir comme problème avec ce couvre-feu, la crise sanitaire, où on ne pourra pas forcément pouvoir collecter toujours là où on veut. Justement, j'allais vous demander les dernières annonces présidentielles, celle de la mise en place d'un couvre-feu, même si les dons du sang se déroulent en journée, est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que c'est de mesure à vous inquiéter? Vous savez, l'établissement français du sang s'est adapté depuis la crise sanitaire. Depuis le mois de mars, nous n'avons pas arrêté de collecter, bien entendu, parce que nous avons une mission envers nos malades. Avec l'histoire du couvre-feu, nous allons nous adapter, soit au niveau des horaires, soit avec la
délivrance d'attestations pour tous les donneurs qui vont se déplacer sur des horaires, je dirais, de 20h ou 20h30. De toutes les manières, nous allons devoir nous adapter et nous n'arrêterons pas de prélever, même s'il y a cette difficulté qui se rajoute. Parce que c'est un geste citoyen, un geste ô combien important, puisque les besoins en produits sanguins, elles, ne baissent pas, hein, malgré la crise sanitaire. Il faudrait 10 000 dons par jour, c'est ça, pour assurer les stocks? En France, il faut 10 000 dents par jour. Et en Ile-de-France, on a besoin de 1700 dents. Et malheureusement, aujourd'hui, on n'est pas capable d'avoir ces 1700 dents. On est obligé de faire appel à la province. Et quand il y a des difficultés en province, bien sûr, ça se ressent sur l'Île-de-France. Et concrètement, c'est important aussi de le rappeler, ces dons de produits sanguins, ça permet de sauver des vies. Alors, un don permet de sauver 3 vies. Quand on fait un don de sang total, comme on vient de le voir sur le reportage, le donneur peut donner des globules rouges, des plaquettes et du plasma. Est-ce que vous avez aussi constaté, depuis le début de cette crise sanitaire, aussi peut-être une inquiétude à venir dans les lieux de collecte, ou au contraire, les Yvelinois, on avait pu l'observer pendant le confinement, il y avait une certaine mobilisation tout de même. Est-ce que ça s'est poursuivi? Alors, la mobilisation a été très accrue pendant le confinement. Les gens ont pu se déplacer. Les mesures de sécurité sanitaire ont été prises dès le début par l'Établissement français du sang, à savoir le nettoyage des mains avec la solution hydroalcoolique à l'entrée, le port de masque obligatoire. Bon, aujourd'hui, on est à 2 mètres, donc je me suis permis d'enlever le masque. Mais quand vous arrivez sur une collecte, toutes les mesures barrières sont prises en compte. Le port de masque, les distanciations. Et depuis le mois de mars, nous avons tenu ce rythme sur la sécurité du personnel, des donneurs et des bénévoles qui nous aident également. Et aujourd'hui, on n'a pas du tout modifié notre façon de faire et on restera sur ces mesures de sécurité sanitaire. Donc nous, on était dans un lieu de collecte à Vélizy-Villacoublay. Je crois que cette semaine aussi, dans les Yvelines, il y avait Mantes-la-Ville qui était prévu. Où peut-on donner? Il y a des lieux mobiles, des lieux fixes aussi de collecte? Alors, comment ça se passe? Nous réalisons des collectes mobiles et nous avons aussi des maisons du don. Nous en avons 12 en Ile-de-France et la plus proche ici, c'est le Chesnay, donc à côté de l'hôpital Mignot. Les dons du sang, c'est très simple. Aujourd'hui, on est sur un système de rendez-vous. Pourquoi un système de rendez-vous? Ça permet d'éviter l'affluence. Qui dit affluence dit risque sanitaire, dit risque d'attroupement. Les rendez-vous, on peut aller sur le site efs.net où on peut trouver les endroits où on peut donner, ou une application sur smartphone. Et là, on va retrouver l'endroit le plus proche, collecte mobile ou maison du don, et on peut à ce moment-là prendre un rendez-vous, l'heure qui nous convient, et aller donner notre sang. Une question, qui peut donner son sang? Alors, il faut avoir plus de 18 ans, donc c'est de 18 à 70 ans révolus. Il faut être en bonne santé. Il ne faut pas venir à jeun. Surtout, il faut déjeuner ou prendre son petit déjeuner quand on vient donner son sang. Il faut bien s'hydrater. Après, quand je dis il faut être en bonne santé, les critères sont variables. Donc, vous pouvez aller sur l'application de l'EFS où vous avez l'éligibilité pour pouvoir savoir si vous pouvez donner votre sang ou pas. S'il y a une question, vous avez un numéro de téléphone où on pouvait appeler pour avoir des renseignements. Une dernière question, il nous reste 1 minute. Si vous avez un message à faire passer aux Yvelinois, peut-être qu'ils seraient encore réfractaires à venir donner leur sang, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Soyez solidaires, venez sauver des vies. On peut sauver 3 vies en 1 heure de temps. Et je tiens à remercier tous les donneurs, et spécifiquement aujourd'hui on est dans les Yvelines, les Yvelinois, pour leur mobilisation toute l'année. Et je dis donner et redonner, et merci aussi à tous les bénévoles qui se mobilisent avec nous pour sauver des vies. Merci à vous, Merci Ahmed beaucoup. Slimani, médecin responsable des prélèvements à l'Établissement français du sang d'Île-de-France. Toutes les informations sur le site internet qui s'est affiché tout au long de cet entretien. Voilà, c'est la fin de cette édition spéciale. Merci de votre fidélité. Une édition à retrouver en replay sur notre site internet et notre application mobile. Très belle soirée avec TV78.